Bonjour à tous, bienvenue à l'Université populaire de Paris. Si je propose aux Français de sortir de l'euro, c'est pas par fantaisie. Sortie de l'euro. Nous subissons l'euro. Aujourd'hui, on va se poser la question que tout le monde se pose, faut-il sortir de l'euro? Cette question est récurrente, c'est une des questions essentielles des débats politiques actuels, mais tout compte fait, comment est-on arrivé à l'euro? C'est une très vieille histoire. La mise en commun des productions de charbon et d'acier assurera immédiatement l'établissement de bases communes de développements économiques. En 1952 avec le traité de Paris, en 1957 avec le traité de Rome, on a mis en place un grand marché, une libre circulation des hommes, des individus, des marchandises et des capitaux. Mais comment peut-on laisser faire du commerce libre avec des monnaies différentes qui fluctuent? Une opération bénéficiaire peut devenir une opération déficitaire. On a tenté de limiter les fluctuations des monnaies les unes par rapport aux autres avec la mise en place en 1979 du système monétaire européen. C'était un début, c'était l'écu. L'écu n'était pas véritablement une monnaie, ce n'était qu'un instrument de mesure. Cette création d'une monnaie unique a été prévue par le traité de Maastricht et le traité d'Amsterdam en 1997. Cette monnaie unique, pour y rentrer, il fallait respecter un certain nombre de conditions, des conditions de forme, une banque centrale indépendante qui ne répondait pas directement à la demande du gouvernement pour mettre de l'argent sur son compte. Une deuxième condition, avoir été raisonnable au sein du système monétaire européen antérieur en n'ayant pas dévalué. Et puis des conditions de fond qui aujourd'hui font beaucoup jaser. Un déficit budgétaire qui ne devait pas dépasser 3% du PIB, une dette publique qui ne doit pas dépasser 60% du PIB, une inflation identique à celle des autres, transformée par la Banque de France en inflation faible, ce qui est peut-être une stupidité, des taux d'intérêt qui devaient converger. L'euro a beaucoup d'avantages économiques, mais il faut les relativiser. Premier avantage, la monnaie unique entraîne des économies comptables. Il est vrai que dans les entreprises, les comptables n'ont plus à faire les comptes qu'en une seule monnaie. Cet avantage est quand même relativement léger. Deuxième avantage, certain celui-là, c'est la disparition du risque de change. Lorsque les monnaies fluctuent, on est payé 2-3 mois après la livraison quand on exporte et on peut très bien avoir une fluctuation des monnaies qui transforme une opération bénéficiaire en opération déficitaire. Le troisième avantage, c'est la possibilité de comparer les prix dans les différents pays. Oui, c'est sympathique. Il y a plus de concurrence. Cet avantage est un peu bidon. Parce que tout compte fait, si je sais que la baguette de pain coûte moins cher à 700 km, je ne vais pas faire 700 km pour acheter la baguette de pain. Donc l'augmentation ou l'intensification de la concurrence est quand même un peu léger. Le dernier avantage, prévu par tout le monde, c'est que l'euro va être une monnaie tellement formidable qu'elle va drainer l'épargne du monde. Oui, certes, mais dans ce style, les Américains et le dollar ont pratiquement 100 ans d'avance sur nous. La monnaie unique a beaucoup d'avantages à nuancer, mais le problème n'est pas là. Le problème, c'est que la monnaie unique ne convient pas à tout le monde. Plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a des différences de productivité. Si dans un pays, il faut 2 heures pour fabriquer un bien, et dans le pays d'à côté, il faut 1 heure, le pays où il faut 2 heures sera 2 fois plus cher. Quand chacun avait sa monnaie, il suffisait au pays le plus cher de modifier son taux de change, de diviser sa monnaie, et il pouvait continuer à exporter. Il avait 2 autres solutions qu'il n'utilisait pas. Il fermait les portes de l'usine, ou il divisait les salaires. Bon, c'est politiquement pas faisable. En monnaie unique, il n'y a plus que ou fermer les portes de l'usine ou baisser les salaires. Pas très sérieux. Deuxième raison pour dire que la monnaie unique ne convient pas à tout le monde, c'est qu'il a été dit que les inflations devaient être à peu près similaires dans tous les pays pour ne pas gêner les échanges. Quand il y a de l'inflation, le prix des biens augmente et ça gêne les échanges. Alors il a été mis dans les traités qu'il faut faire la même inflation. Sympathique comme idée. Mais c'est à peu près aussi intelligent qu'un enseignant qui dirait à ses élèves « N'attrapez pas la grippe, c'est pas bien parce que vous allez louper mon cours ». On ne fait pas exprès d'attraper la grippe, on ne fait pas exprès d'avoir de l'inflation. Troisième raison pour dire que la monnaie unique ne convient pas à tout le monde, c'est que nous n'avons pas tous les mêmes arguments pour vendre à l'exportation.
pour utiliser un mot savant, nous n'avons pas tous la même élasticité prix de nos exportations. Quand on vend un bien de très bonne qualité, haut de gamme, si l'euro est une monnaie chère, bon, le produit sera cher, mais comme c'est un haut de gamme, on s'en moque. Alors que si on vend un produit bas de gamme, il vaut mieux ne pas être cher. Or, il y a un seul taux de change pour tous les pays. La réponse, c'est que cette situation est totalement stupide. Dernière chose, il y a dans les instruments de politique économique, il y a la monnaie et il y a le budget. En Europe, on ne peut pas dire qu'il y a véritablement de budget. Le budget européen représente 1% du PIB européen, alors qu'un budget national représente entre 20 et 25% du PIB du pays. Il est donc impossible de faire une combinaison des politiques monétaires et budgétaires, ce qu'on appelle le policy mix. La zone euro n'est pas une zone monétaire optimale, comme le décrit et l'analyse l'économiste Robert Mundell. Au départ, en 1999, quand on est passé à l'euro, il y avait 11 pays sur les 15 qui appartenaient à l'Europe. Ces 11 pays, c'était tous les pays européens, moins la Grèce qui ne pouvait pas rentrer, moins le Danemark, la Grande-Bretagne et la Suède qui ne voulaient pas de l'euro. L'année d'après, en 2000, à l'aide d'un bricolage des comptes de la Grèce, dont un des responsables de chez Goldman Sachs est aujourd'hui gouverneur de la Banque Centrale Européenne, M. Draghi, la Grèce est rentrée dans l'euro. On arrive donc à 12 pays. Aujourd'hui, nous sommes 19, avec de tout petits pays au niveau économique complètement différent, comme la Lituanie, la Lettonie, l'Estonie, bref, c'est un peu déraisonnable. Que faire? C'est tenter, sinon de mettre des rustines, du moins de faire des réparations. Parmi ces réparations, la première, c'est de trouver des solutions aux dettes des pays les plus endettés. On ne peut pas laisser la Grèce avec le niveau de dette qui est le sien, 180% de son PIB. On ne peut pas laisser des pays avec des montagnes de dettes qu'ils ne rembourseront jamais. La solution, ce serait peut-être de mutualiser un tout petit peu les dettes avec, entre guillemets, des euro-obligations. On parle d'eurobonds. Simplement, il faut être sérieux. Ces dettes vont être cautionnées par les pays les plus raisonnables. Et les pays les moins raisonnables risquent d'en profiter. On appelle cela l'aléa moral. Mais vraiment, il ne faudrait pas abuser. Donc, il faudrait dire, on mutualise les dettes tant qu'on n'en a pas trop, disons jusqu'à hauteur de 60% du PIB, et au-delà, chacun se débrouille. C'est ce que propose Jacques Delplat, professeur émérite à l'Université de Paris 2. La deuxième solution, surveiller de près, c'est ce qui est fait, les budgets des États, beaucoup plus qu'on ne le fait aujourd'hui, parce que les promesses faites en début d'année ne sont généralement pas tenues quand on arrive à la fin de l'année. À côté des réparations, il faut aller voir plus loin. Et voir plus loin, je sais que c'est le sujet actuel, c'est on sort de l'euro ou on fédéralise l'Europe. Sortir de l'euro, beaucoup en parlent. Bien évidemment, ça a des avantages. La souveraineté monétaire des pays va être retrouvée. Et la Banque de France, si on revenait à la Banque de France, pourrait créditer sur commande le compte du Trésor public. Je crains que ce ne soit inflationniste. Le deuxième avantage, c'est que le franc serait vraisemblablement plus faible que ne l'est l'euro aujourd'hui, ce qui permettrait de renforcer nos exportations. Et puis, enfin, la sortie de l'euro ferait disparaître une règle qu'on pourrait peut-être atténuer, qui est la règle selon laquelle le déficit budgétaire ne doit pas excéder 3%. Pourquoi? Parce que quand on est au plus mal, cela m'est complètement égal de mourir avec des comptes qui soient parfaits. Je préfère avoir des comptes moins parfaits et survivre. En revanche, la sortie de l'euro a de sérieux inconvénients. Premier inconvénient, le franc qui remplacera l'euro sera vraisemblablement une monnaie initialement peu crédible. Et donc, les taux d'intérêt vont grimper parce qu'un taux d'intérêt contient obligatoirement une prime de risque d'une éventuelle insolvabilité du prêteur. Le deuxième inconvénient, c'est que tout ce qu'on achète à l'extérieur va coûter
drôlement plus cher. Nos importations vont exploser. Or, certaines importations sont strictement incompressibles. Nous n'avons pas de pétrole, nous n'avons pas de café, nous n'avons pas de cacao. Et puis d'autres importations permettent à ceux dont les revenus sont faibles de s'acheter des t-shirts chinois. Certes, c'est pas très solide, mais c'est vraiment pas cher. Troisième inconvénient, qui atteindra une petite fraction de la population, c'est que voyager en changeant des francs contre les autres monnaies, ça risque à la fois de coûter très cher et de poser des problèmes. Dernier inconvénient, l'endettement de la France en euros va être transformé en un endettement en francs. Notre dette vaudra beaucoup moins, mais lorsque l'on aura pénalisé, j'allais dire couillonné, mais c'est exactement cela, les prêteurs en leur remboursant 60 à 70% de ce qu'ils nous ont prêté, il y a peu de chances qu'on continue à nous prêter de l'argent. Les inconvénients de la sortie de l'euro me semblent bien plus graves que les quelques avantages, notamment symboliques, de retour au franc. La troisième solution, après les réparations et sortir de l'euro, c'est d'essayer d'aller vers un peu plus de fédéralisme. Jacques Delors, qui a présidé aux destinées européennes en son temps, disait que la construction européenne marchait à cloche-pied. On a construit la jambe monétaire, on n'a pas construit la jambe budgétaire. Plusieurs solutions. La première, c'est de déplacer une partie des budgets nationaux vers le budget de l'Europe, notamment pour les investissements. L'idée d'avoir des investissements au niveau européen, c'est ce qui est en train de se faire avec ce qu'on appelle le plan Juncker. La solution de fédéralisme va être difficile politiquement. Aussi, la question qui se pose est de savoir si on ne pourrait pas construire une Europe à plusieurs vitesses, certains ayant des accords renforcés et d'autres ne les ayant pas. La question n'est pas de savoir ceux qui veulent rentrer dans le fédéralisme, mais, pour revenir aux points initiaux, ceux qui peuvent rentrer dans le fédéralisme. Et cela, c'est complètement différent. L'erreur, c'était de dire ceux qui veulent, en se moquant assez largement de savoir si ceux qui veulent pouvaient. Plus globalement, il faut aller chercher la solution ailleurs. Nous avons vécu 60 ans de paix en Europe et c'est déjà merveilleux. Mais il faut essayer de resserrer les liens en Europe. Resserrer les liens en Europe parce qu'on ne peut pas toujours, et même si je suis économiste, considérer que l'économie est dissociée de la société. Il faut construire une Europe sociale avec une harmonisation à la fois sociale et fiscale. Il faut donner à une monnaie unique, que nous n'avons pas d'autre solution que de conserver, un gouvernement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans une situation complètement absurde. Les gouvernements n'ont plus de monnaie et la monnaie n'a pas de gouvernement. Il faut donc aller plus loin. En construisant l'euro, nous avons tous ensemble construit un bateau. Nous sommes embarqués dans le même bateau et l'on est en train de se dire maintenant pour certains que le bateau ne va pas dans la direction souhaitée et il faut faire un trou dans le bateau. Oui, mais on est dans le bateau. En alpinisme, quand on est en difficulté sur une pente, il y a 3 solutions. La première, c'est de redescendre. C'est bien plus difficile que de continuer à monter. La seconde, c'est d'attendre et de voir ce qui va se passer. Mais à un certain moment, les muscles tétanisent et l'on se casse les figures. La troisième solution, c'est de continuer à aller vers le sommet, mais pas forcément par les voies que nous avions initialement prévues.